certains se sont plaints de ce que vos agents se soient retrouvés dans des domiciles privés ou dans des résidences de personnalités acquises à certaines formations politiques. Mais là, c'est un débat sur le sexe des anges. Vous savez, on nous accuse de tout. On nous accuse de tout, mais ça ne fait pas partie de notre agenda de travail. Mais on travaille vraiment de bonne foi avec les partis politiques. Il y a peut-être des petits dérapages, mais qui n'ont aucune validité sur la manière de travailler. Intègre qui est minoritaire en termes de leadership. Cette opposition intègre devrait, ma foi, travailler davantage sur le terrain pour rassurer la masse, la majorité qui est sur la voie du changement. Alors, il y a une problématique qui se pose au Cameroun depuis quelque temps, un sujet d'ailleurs qui fait les chourras de la presse, c'est la candidature du professeur Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle. D'après vous, Aristide Mono, peut-on faire une prochaine élection présidentielle au Cameroun sans une candidature du professeur Kamto? Est-ce possible? Déjà, il faut rappeler que pour moi, répondre à la question de la candidature ou non du professeur Maurice Kamto, c'est comme si on discutait sur la paternité de votre père. Ça veut dire votre père, on a l'acte de naissance. Tout le monde sait, ta mère sait que c'est ton père qui est ton père. Oui. Et puis on veut engager un débat. On vous dit, monsieur Romaric Tenda, est-ce que c'est votre père? Il n'y a pas de débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ça veut dire que quel que soit le bout par lequel on pourra tenir l'affaire, du point de vue juridique, du point de vue politique, il n'y a pas matière à discuter. Je crois, et je l'ai toujours dit, que c'est une stratégie qui a été mise en place pour démobiliser ces masses-là qui croient au projet du professeur Maurice Kamto, qui croient en la personne de monsieur Maurice Kamto. On essaye de démobiliser. Moi, je fais le terrain. Oui. Je fais le terrain. Je discute avec un bon nombre d'acteurs qui sont inquiets. Oui. Ils se posent la question de savoir, est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'on ne va pas le bloquer? Et ça, c'est déjà un premier, j'allais dire, une première preuve de démobilisation. On sème le doute pour démobiliser. Et je crois que les membres, les cadres de ce parti doivent travailler davantage pour rassurer et éviter qu'il y ait donc cette démobilisation morale épuisée. Maintenant, je l'avais déjà également dit, pour ce qui est de la dimension politique. Tout à fait. Aujourd'hui, le parti politique qui revendique le taux de sympathie élevé, ne serait-ce que du côté de l'opposition, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le parti le plus structuré, le mieux structuré, côté opposition, c'est le MRC. Le parti le plus actif durant toute l'intersaison électorale, la période entre deux élections, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le parti de l'opposition qui a plus impacté la presse nationale, impacté le débat public, impacter le fonctionnement de l'État, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le parti qui revendique le leader le plus charismatique, ça veut dire celui-là qui fait plus peur au régime, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça veut dire donc que derrière, il y a une force, et qui dit force dit également une masse. Tout à fait. Si cette masse qui se recrute au niveau international, au niveau national, donc à l'étranger, au niveau national, si cette masse est aujourd'hui désillusionnée, parce qu'on aura éliminé la candidature du professeur Maurice Kamto, quels sont les moyens qui
seront mobilisés par l'ordre de 82, par le régime, pour contenir. Je ne vais pas parler de contestation, mais du mécontentement. Tout à fait. Ce mécontentement. Maintenant, quels sont les moyens que le régime va déployer pour contenir les frustrations? Parce qu'il faut rappeler que l'alignement derrière le MRC ou le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas parce qu'il est beau. Tout à fait. Ce n'est pas parce que le MRC... Non, c'est parce que les gens estiment qu'ils incarnent leur vision de la lutte contre l'ogre de 82. Ils incarnent leur vision du Biya must go. Parce que quand on parle même des visions, on peut croire que les Camerounais ont le temps de lire les projets de société ou des programmes politiques. Non, les Camerounais ont un problème actuellement, c'est que les gars de Yaoundé doivent partir. C'est ça le problème de ceux qui veulent le changement. Ils ne veulent pas savoir, comme l'évêque de Yagoua l'avait dit, mieux le diable. Voilà l'état d'esprit des Camerounais qui veulent le changement. Alors, si tous ces Camerounais qui attendent depuis 1990, après le coup manqué de l'opposition de première génération, ils attendent, avec l'opposition de deuxième génération, on va faire comprendre à toutes ces personnes que on va différer. Pour une troisième génération. Pour une troisième génération. Et là, on est à l'ère des réseaux sociaux, où la communication est fluide. On ne peut plus contenir la construction des réseaux. Réseaux de militants, réseaux de sympathisants, réseaux de supporters, réseaux de financiers. On ne peut plus stopper cela. Alors je crois que pour chuter, disqualifier Maurice Kamto, c'est disqualifier les appétits, les attentes nourries par les Camerounais pour ce qui est du changement. Et je crois, et je l'ai toujours dit, que il est préférable de décompresser certaines tensions avant le temps, de manière anticipée. Si le système ou le régime de Yaoundé tient à son projet d'éternisation, qu'il pense à toutes les options, sauf à celle de la disqualification de la candidature du professeur Maurice Kamto, parce qu'il incarne, comme je le dis, c'est pas lui, n'est pas forcément fort, lui en tant qu'individu n'est pas fort. Mais je parle de cette masse. Tout à fait. Qui attend depuis 90. C'est cette masse-là aujourd'hui. Ce moment important. Ce moment important. Oui. Permettre à cette masse d'aller au moins tirer le pénalty. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Aristide Molo. On va peut-être sortir de cet entretien avec deux dernières questions importantes pour comprendre comment nos institutions devraient fonctionner. Alors, pour sortir, est-ce qu'un fonctionnaire doit considérer qu'il travaille pour un individu ou pour le peuple? Comment est-il devenu fonctionnaire? S'il est devenu fonctionnaire parce que il a couru pendant des années derrière une élite avec son dossier, forcément, il va nourrir cette obligation de redevabilité, qui est le contraire du devoir d'ingratitude. Le devoir d'ingratitude. J'allais même aussi dire l'obligation d'ingratitude. Alors, oui. Donc, s'il a été recruté parce que son père est membre de l'ordre de 82, ou alors a une relation apparente avec l'ordre de 82, forcément, il aura cette obligation de redevabilité et non une obligation d'ingratitude. Donc, il faut déjà savoir comment est-ce qu'on produit les fonctionnaires au Cameroun pour comprendre leur état d'esprit ou leur attachement à cette obligation de redevabilité vis-à-vis du système. Mais dans le principe, c'est le devoir d'ingratitude. Ce n'est pas parce que tu m'as offert une opportunité que tu devrais me soumettre
au chantage. Ou que tu devrais être mon demi-urge. Exactement. Et en plus de cela, la fonction publique n'est pas une propriété d'un parti politique ou d'un clan politique. La fonction publique qui est la bureaucratie est neutre, n'a rien à voir avec les luttes politiciennes ou des positionnements politiciens. Mais au Cameroun, en revenant toujours sur la logique de la patrimonialisation de l'État, au Cameroun, comme l'ordre politique dominant a privatisé l'État et en fait une ressource privée qu'il peut distribuer à volonté, à qui il veut et quand il veut, du coup, on a l'impression que effectivement, la fonction publique est sa propriété. Et lorsqu'on essaye de s'autodéterminer, de sortir de ce carcan, ce sont des affectations disciplinaires. Oui. On prend en otage la fonction publique et ses fonctionnaires et son personnel. Donc, pour moi, je crois que on doit assister à une certaine révolte intellectuelle de la part de ceux qui sont recrutés dans la fonction publique, ceux qui sont fonctionnaires aujourd'hui, fonctionnaires civils, fonctionnaires militaires. À un moment, il faut comprendre que l'État, le peuple, la nation, le pays viennent avant les partis politiques. Oui. Les partis politiques peuvent disparaître, mais l'État restera ad vitam aeternam. Et demeurera. Et demeurera. Alors, une dernière question pour sortir de cet entretien. Dans la réforme des institutions, est-ce que pour vous, il faut abolir une pratique qui est courante dans nos institutions, l'accrochage de la photo du président dans les bureaux administratifs? Je ne sais pas si c'est un problème fondamental. Sauf si on a d'autres intentions en accrochant cette photo. Cette photo représente quoi? Ça représente celui qui incarne les institutions, la plus haute institution, oui, qu'est l'État, ou la plus haute institution de gestion de l'État qu'est la présidence. C'est un moyen de témoigner sa fidélité personnelle à l'homme qui est à la tête de cette institution, qui est pratiquement le distributeur automatique des privilèges et des positions. On met cette photo pour se préserver d'un bon nombre de regards, d'un bon nombre de répressions, d'un bon nombre de pressions. Pourquoi est-ce qu'on met la photo du président de la République dans les différents bâtiments administratifs? Pour moi,